question qui hante toutes les familles et parfois les déchire, l'héritage. Une famille en particulier a symbolisé la guerre entre les enfants, c'est la famille Delon. Les 3 enfants du samouraï continuent à s'attaquer par médias et tribunaux interposés. L'œil du 20h a enquêté sur l'héritage d'Alain Delon, un héritage de près de 50 millions d'euros. Hugo Pufnet, Thomas Lelon et Gianna Messina. Liés par le sang, ils se renient publiquement. Anthony, Anouchka, Alain Fabien sont les 3 enfants de Delon. À son décès, le samouraï leur a laissé un trésor avec un testament. Sauf que les dernières volontés de l'acteur sont aujourd'hui contestées au cœur d'une bagarre judiciaire et fratricide. En Suisse, il y a quelques jours, s'est tenue une audience judiciaire dans ce tribunal de Genève. Nous sommes les seuls à filmer les enfants Delon, présents pour trouver un accord sur leur héritage. Alors qu'ils se critiquent par médias interposés, cette fois, aucune réaction. Alain Fabien se cache, les autres fuient notre caméra. Anouchka, bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit mot, savoir comment ça s'est passé? L'enjeu est sensible, car Alain Delon a su rentabiliser sa carrière. Il a acquis de l'immobilier, comme son château de Douchy dans le Loiret, accumulé de l'argent sur des comptes à Monaco et Genève, des œuvres d'art, des montres, un patrimoine de plus de 48 millions d'euros bruts. Un pactole qu'il destine surtout à sa fille Anouchka. Il l'a toujours mise en avant. Adolescente, elle joue dans l'un de ses films, fait la promo sur les plateaux TV. Delon lui dédie même cette chanson. Je t'aime, tu sais. Il préfère Anouchka et n'en fait pas mystère. J'ai une fille qui est l'amour de ma vie, peut-être même un peu trop par rapport aux autres, que ça peut heurter quelquefois. Je l'ai peut-être aidé comme j'ai pas assez aidé les autres. Les autres sont des garçons, c'est vrai. Ils en ont peut-être souffert, c'est vrai, pardonnez-moi. Un déséquilibre qu'il répercute sur son héritage. Dans son premier testament, il donne 50% à Anouchka, 25% à chaque frère. Mais en 2022, un deuxième testament dont nous avons eu copie sème la zizanie. Déjà privilégiée, Anouchka récupère en plus la direction d'Adid, la rentable société de son père, et un cadeau d'une valeur inestimable. Alain Delon transmet le droit moral sur l'ensemble de son œuvre à sa fille. En clair, elle possède l'image du patriarche. De quoi provoquer la colère du petit frère, Alain Fabien, qui accuse sa sœur de manigances illégales. Certaines personnes mal intentionnées ont pu profiter d'un état de faiblesse de mon père à des fins pécuniaires. Vous parlez de votre sœur, entre autres, oui. J'ai pas envie qu'elle touche quoi que ce soit, ni même un centime. Dans son accusation, Alain Fabien rappelle l'état de santé de son père. D'abord en 2019, Delon fait un AVC. Peu après, il rate un examen médical, le test de l'horloge. Cette gériatre et experte judiciaire a accepté de nous en faire la démonstration. Et je fais un rond qui représente l'horloge. Je leur dis c'est une horloge. Et vous allez la remplir, vous allez mettre tous les chiffres dedans, vous allez mettre les aiguilles et vous allez me les mettre à 14h40 ou à 2h20, enfin voilà. Donc déjà, on n'a pas une organisation. Et voici un exemple de test raté avec des chiffres incohérents. C'est justement ce genre d'échec qui est arrivé à Alain Delon. À l'époque, les médecins notent des chiffres mal placés, des aiguilles indifférenciées et une heure incorrecte. Quand quelqu'un rate vraiment complètement le test, on ne peut pas se tromper vraiment sur sa cognition. On peut dire qu'elle est altérée. À la fin de sa vie, Delon, affaibli, enchaîne les hospitalisations dans cette clinique VIP en Suisse. Il a même acheté un appartement à côté. À cette époque, plusieurs comptes rendus médicaux ne sont pas bons. Le dialogue est difficile et les réponses peu expressives. Altération nette sur le plan cognitif. Amnésie partielle, dégénérescence cérébrale. C'est donc entre tous ces examens alarmants que Delon modifie son testament en 2022. Ce jour-là, a-t-il compris la portée de son acte? Lui a-t-on forcé la main? Ni les médecins, ni les enfants et leurs avocats n'ont accepté de répondre. Le seul à parler,
c'est Christophe Ayella, son exécuteur testamentaire. Il nous assure qu'à cette période-là, au moment de signer, Delon, le félin, avait repris du poil de la bête. Il y a eu une altération des facultés cognitives établie par les médecins de Suisse, mais les mêmes médecins suisses, 2 ans plus tard, ont attesté d'une reprise des capacités cognitives, donc d'une totale capacité de décision. Ce qui ne m'étonne pas, parce que moi, à chaque fois que j'ai pu parler avec Alain Delon, je l'ai trouvé extrêmement clair et lucide, très déterminé, et qui paraissait cohérent, puisque c'était les mêmes choix, quasiment à 99%, qu'il avait fait auparavant en 2015. Quoi qu'il arrive, le premier héritier des Delon est déjà connu. Il s'agit du fisc français. Entre les arriérés d'impôts et les droits de succession, l'État devrait récupérer plus de 21 millions d'euros. Et effectivement, hériter coûte souvent très cher en impôts. Alors comment faire baisser les droits de succession? Comment optimiser en toute légalité des frais de transmission? Morgane Bouvier, Sarah Lerche et Sigrid de Misoire ont rencontré des champions de l'optimisation. Elle a beau n'avoir que 44 ans, Caroline Gibert, qui travaille dans la finance, pense déjà à l'héritage qu'elle va laisser à sa fille unique. Venez, je vous en prie. Son conseiller en gestion de patrimoine a imaginé un montage financier avec un objectif, transmettre un maximum d'argent en payant un minimum de frais. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'investir sur un contrat de capitalisation au travers d'une société civile patrimoniale. Une société civile patrimoniale dans laquelle Caroline apporte 300 000 euros de capital. Elle en sera la gérante à vie et transmet à sa fille Capucine, 13 ans, la nue propriété. Ainsi, Capucine devient propriétaire, mais ne peut pas utiliser l'argent. Tant que je suis en vie, moi, j'ai l'usufruit de cette société qui vaut 300 000 euros, donc je fais ce que je veux avec les 300 000 euros. Oui. Et donc, elle hérite de la totalité qui vaut 300 000 euros. Avec ce montage légal, sa fille ne devra payer que 40 euros pour hériter. À l'inverse, sans ce dispositif, pour toucher les 300 000 euros au décès de sa mère, Capucine devra payer 38 194 euros. Sur cette seule somme, elle économise donc 38 154 euros. Une transmission plus juste, selon elle. C'est quand même le travail d'une vie. C'est de l'argent que j'ai gagné en travaillant, etc., qui n'est pas tombé du ciel. Donc c'est important qu'elle en hérite un maximum. Comme Caroline, ils sont de plus en plus nombreux à venir ici pour préparer leur succession. Avec une seule idée en tête, éviter que leur héritage vire au cauchemar. Une transmission qui n'est pas préparée, et on en voit parfois, ça coûte extrêmement cher. S'il n'y a pas les liquidités qui permettent de payer les droits de transmission, ça crée des tensions dans les familles, ça met les familles dans des difficultés de liquidité, ils sont obligés de vendre ou de s'endetter pour payer les droits de transmission. En France, 2 solutions existent pour donner sans être taxé. La donation de son vivant. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans à chacun de ses enfants, sans payer d'impôts. Et l'assurance vie. 152 500 euros par bénéficiaire, sans aucun droit de succession, là encore. Dans la course à l'optimisation, certains font preuve d'imagination. Dans cette forêt, on a sur toute cette partie, ce plateau, qui doit faire à peu près 200 hectares, vous avez que du chêne, qui en moyenne doit avoir entre 80 et 100 ans. Thomas Chariot s'apprête à investir dans cette forêt afin de transmettre le plus d'argent possible à ses 2 garçons. Il y a la simplicité sur le legs, la transmission, bien plus simple que sur des schémas immobiliers qui peuvent parfois être complexes pour les enfants. Et encore une fois, on revient à un investissement inédit aussi, peu répandu et qui a du sens. Un placement original avec un avantage fiscal conséquent. Les notaires, quand ils font leur calcul des droits de succession au moment d'une succession, d'une donation, ils enlèvent 75% de la valeur de la forêt qui correspond en fait à la valeur du stock de bois. Et en fait, on est taxé que sur le sol, qui représente à peu près 25% de la valeur des forêts. Si Thomas Chariot investit par exemple 300 000 euros dans ses arbres, seul le sol sera taxé à sa mort, soit 75 000 euros. Ainsi, en héritant uniquement de cette forêt, ses 2 enfants n'auront donc aucun impôt à payer. En revanche, s'ils reçoivent 300 000 euros de leur père sans ce mécanisme, ils devront payer 16 388 euros. Un placement intéressant selon son conseiller,
Et pas besoin d'être millionnaire. On peut investir à partir de 1 000 euros dans les forêts et après on a des tickets qui vont de 1 000 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Cet argent investi finance ainsi la gestion et l'entretien de ces forêts privées. 30 000 Français ont acheté des hectares de forêt ces 10 dernières années. Pas de grand format qui parle de votre argent sans saga de Jean-Paul Chapelle. Il nous raconte ce soir la grande histoire de l'héritage et pose cette question: la France est-elle en train de devenir une société d'héritiers? Il faut remonter aux révolutionnaires de 1789 pour retrouver le premier impôt sur les successions en France. Regardez cette saga, Jean-Paul Chapelle, Serhan Granzer. Dans les 15 ans qui viennent, le plus grand héritage de tous les temps va passer d'une génération à l'autre. 9 000 milliards d'euros du jamais vu. Des maisons, des placements financiers, des lingots d'or. C'est le patrimoine possédé aujourd'hui par les enfants du baby-boom. Ils ont maintenant l'âge de transmettre par donation et succession. Alors, comment est aujourd'hui taxé l'héritage? La réponse se trouve dans le passé, à l'époque du premier impôt d'État sur les successions. Venez avec moi. Nous sommes en 1790, juste après la Révolution française et la prise de la Bastille, l'abolition des privilèges, y compris pour les héritages. C'est l'Assemblée constituante qui vote une loi. Qu'on soit noble ou roturier, l'impôt sera le même, 1% quand les parents transmettent à leurs enfants. Une taxation symbolique qui ne corrige pas les inégalités. Résultat, la France devient une société de rentiers. En 1900, 80% de ce que possèdent les Français provient d'un héritage, un patrimoine concentré entre les mains des 10% les plus riches. 1901, l'impôt sur les successions devient progressif. Plus l'héritage est important, plus il sera taxé. Le 19e siècle était celui des inégalités. Le début du 20e va bouleverser l'ordre établi. Ce sont surtout les guerres et les crises économiques qui vont remettre les compteurs à zéro. Le capital est détruit, les fortunes s'effondrent. La forte croissance des 30 Glorieuses permet alors de s'enrichir par le travail, le mérite plutôt que la rente. Mais côté gouvernement, la priorité c'est de ne pas trop toucher aux règles pour ne pas effrayer les héritiers. Les modifications se traduisent par une situation identique pour toutes les successions, petites et moyennes, de notre pays, c'est-à-dire la très très grande, l'immense majorité des successions. L'impôt augmente timidement pour les plus fortunés. Résultat, en 1970, ce n'est plus 80%, mais seulement 35% de ce que possèdent les Français qui provient d'un héritage. Mais tout va changer dans les décennies suivantes. Les prix de l'immobilier et les marchés boursiers s'envolent et les inégalités avec. Pourtant, d'élection en élection, aucun chef d'État n'ose vraiment s'attaquer aux inégalités qui se creusent. Quand on a travaillé dur, qu'on a payé ses impôts, au nom de quoi devrait-on interdire à ces familles de transmettre à leurs enfants le fruit du travail de toute une génération? 2012, François Hollande tente une réforme. Il faudra là aussi en faire une réforme qui sera liée d'ailleurs impôt sur les successions, parce que dans tous les grands pays, une façon de toucher le patrimoine, c'est l'impôt sur les successions. Bon, en guise de réforme, des réformettes qui ne changent pas la donne. Il faut dire que l'opinion publique est par principe hostile à cet impôt sur la mort. Quand un couple travaille pendant toute une vie professionnelle, quelle que soit son activité, et que son patrimoine n'est que le fruit de son labeur, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le donner en totalité à ses enfants. 2017, Matignon alerte sur les inégalités. Regardez la part du patrimoine hérité, elle a augmenté. Désormais, 60% de ce que possèdent les Français provient d'un héritage. Et ce patrimoine est presque aussi concentré qu'au 19e siècle. En prime, on hérite de plus en plus tard. Et vous savez quoi? J'étais déjà là pour le constater. En 1980, l'âge moyen était de 42 ans. Aujourd'hui, c'est 50 ans. Et dans les années à venir, l'héritier sera de plus en plus âgé. C'est le problème pointé par le rapport. On hérite de plus en plus à un âge où on en a le moins besoin. Alors la France est-elle en train de redevenir une société d'héritiers? En tout cas, quand on regarde la bourse de Paris, entre les familles Arnaud, Hermès, Bettencourt, Pinault et Dassault, le poids des grandes dynasties familiales, et donc leur fortune, a doublé en 10 ans.
Alors, il y a un pays qui ne taxe presque pas les héritages, c'est l'Italie. Que ce soit pour les donations ou pour les transmissions d'entreprises, leur système est très, très différent du nôtre et l'un des plus favorables des pays de l'OCDE. Alors, comment ça se passe concrètement, l'héritage, chez notre voisin transalpin? Voyez ce reportage de Raphaël Shapira et Lorenza Pensa. Ce matin-là, à Rome, ce professeur d'université et son fils ont rendez-vous chez le notaire. Le père veut donner à son fils un appartement d'une valeur de 800 000 €. Je me demandais quel était le moyen le moins cher pour réaliser ce transfert. On a un régime très intéressant, aussi bien pour les successions que pour les donations. Il s'agit de la première maison de votre fils, n'est-ce pas? Donc, dans votre cas, la donation à votre fils coûtera 400 €. Quelques centaines d'euros de taxes seulement liées à l'enregistrement de l'acte. En France, pour cette donation, il aurait dû verser plus de 150 000 € au service de l'État. Cette fiscalité est certainement un avantage très important. En plus, c'est mon père qui paie, donc plus avantageux que ça, il n'y a pas. Depuis 2006 et une loi de Silvio Berlusconi, en Italie, l'héritage ou la donation ne sont pas taxés jusqu'à 1 million d'euros par enfant et par parent. Au-delà, l'impôt sur la succession est compris entre 4 et 8% en fonction du lien de parenté. En France, l'abattement est de 100 000 € tous les 15 ans par parent et par enfant. Au-delà, l'impôt est progressif de 5 à 45% en fonction de la valeur du don ou de l'héritage. La véritable vertu de cette règle est de permettre à une maison de rester dans la famille avec les souvenirs familiaux. En France, lorsque le père laisse le bien immobilier à ses enfants, ceux-ci se trouvent souvent contraints de vendre parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les impôts. Je ne pense pas que ce soit juste pour les enfants. Une faible taxation de l'héritage qui touche aussi les entreprises et qui explique en grande partie pourquoi 80% des PME italiennes se transmettent de génération en génération, contre seulement 22% en France. Chez Nobili, fabricant de robinets depuis 1954, il ne faut pas se fier aux apparences. Le père a beau marcher devant, aujourd'hui l'entreprise appartient au fils, 3e génération à la tête de l'entreprise. On décide à 50-50. Oui, c'est 50-50. Fondée par le grand-père, simple marchand, l'entreprise se développe dans les années 70-80 grâce au père. Aujourd'hui, Nobili emploie 300 personnes et réalise 90 millions de chiffre d'affaires annuel. Alberto Nobili et son frère ont tout donné à leurs enfants. Pour cela, ils n'ont payé que 1,5% de la valeur de l'entreprise pour la succession, 7 fois moins qu'en France. Il est certain que des taux d'imposition plus bas vous garantissent de pouvoir démarrer dans le contexte d'une entreprise saine comme la nôtre, avec un coussin suffisamment rempli de plumes pour pouvoir investir et viser une croissance continue. En revanche, si l'on brûle tout le capital pour récupérer l'entreprise, cela décourage donc certainement de nombreux entrepreneurs de continuer. Comment auriez-vous réagi s'ils avaient dû vendre l'entreprise? Ça aurait été un coup de poignard. Selon eux, cette donation faiblement taxée réalisée il y a 10 ans leur a laissé les coudées franches pour investir plus de 30 millions d'euros. Mais cette fiscalité sur la succession, parmi les plus avantageuses des pays de l'OCDE, a ses limites. Désormais, en Italie, le travail est plus taxé que l'héritage et la société plus inégalitaire, selon cet économiste. Le principal problème est que les héritages sont extrêmement concentrés entre les mains d'une poignée de personnes. Beaucoup de gens ne reçoivent rien au cours de leur vie, c'est-à-dire que le niveau socio-économique des enfants est de plus en plus déterminé par celui de leurs parents. Malgré ces inégalités, les Italiens restent très attachés à cette faible fiscalité sur la succession, car dans ce pays où les salaires n'ont pas augmenté depuis 20 ans, le patrimoine, même petit, apparaît comme le seul moyen d'assurer sa sécurité financière. D'ailleurs, depuis 20 ans, aucun gouvernement, ni de droite ni de gauche, n'a touché à cette loi.